Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un plaisir ce soir de pouvoir organiser cet événement en présentiel. Par ailleurs, de bénéficier de la technique pour le streaming. Donc ce soir, nous organisons une projection débat d'un film intitulé Agir contre l'exclusion. Agir, un film qui a été réalisé par Benoît Fink, ici présent, et dans lequel vous allez retrouver Louise Limela, qui est chargée de coordination et d'animation du réseau associatif de MSF Belgique en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et Louise est en quelque sorte le fil rouge de ce film. Vous allez voir son travail, admirable à bien des égards, et dans lequel elle travaille avec des pairs éducateurs, membres d'associations de personnes porteurs d'un handicap. Et ces pairs éducateurs seront à leur tour en capacité de communiquer avec les membres de leur groupe. À la suite de la projection, je vais donner la parole successivement pendant une dizaine de minutes à 3 personnes, à Patrice Vastel, qui est coordinateur du projet international sur l'inclusion des personnes handicapées à MSF, à Guillaume Le Gallet, qui est directeur de l'association Initiative, au pluriel, pour l'inclusion des déficients visuels, et enfin à Grégory King, à ma droite, qui est psychiatre et référent santé mentale à MSF France. Donc, je vais laisser la parole à Benoît, mais avant, je vais le présenter rapidement. Donc, Benoît est réalisateur, Benoît Fink est réalisateur. Il travaille pour MSF depuis à peu près 25 ans. Il a commencé comme bénévole, puis il a travaillé pour EUP, la société de production de MSF. Et il travaille maintenant en étroite collaboration avec le département de la communication de MSF. Benoît, il fait partie de cette catégorie qui est finalement pas mal représentée chez MSF, des collaborateurs infidèles. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de films pour MSF, mais il a continué par ailleurs de faire des films, des émissions, des documentaires pour d'autres, à l'extérieur de MSF et diffusés sur différentes chaînes de la télévision française. Et à ce titre, donc MSF et autres, Benoît aime bien dire qu'il est un observateur privilégié de MSF. Et je lui passe directement la parole. Il va pouvoir nous raconter pourquoi ce film et comment il s'y est pris. Merci. Alors déjà, merci d'avoir organisé cet événement. Je suis très impressionné devant tous les moyens qui sont mis en œuvre. Et comme vient de le dire Elba, ça fait plus de 20 ans que je collabore avec Médecins sans frontières, où je fais des films pour eux. Et récemment, le dernier film, la dernière collection de films que j'ai fait, c'est sur les 50 ans de l'association. Ça a été pour moi l'occasion de réfléchir à l'histoire du mouvement et de voir comment, pendant ces 50 ans, en réaction aux crises, aux événements où MSF était présent, l'association s'est construite aussi bien sur son savoir-faire que sur ses valeurs, sur ses positionnements, sur ses choix. J'ai aussi vu que lors de cette construction, du moins c'est mon analyse, après d'autres personnes la verront autrement, il y a eu peut-être plusieurs couches de construction. Il y a une première époque un peu cow-boy en disant on y va, on sauve, on fait des choses. Après, il y a eu des vagues de réflexion sur comment on peut agir, mais de manière peut-être plus responsable, plus respectueuse, plus éthique, où on s'est posé des questions de politique RH, comment on se positionne par rapport au staff national, des questions aussi par exemple économiques, l'approvisionnement, comment on fait pour ne pas déstabiliser dans un pays quand on arrive en achetant tout et en laissant la place à personne. Et ça a impacté peut-être l'efficacité, mais ça a permis d'avoir une action plus juste et plus responsable. Et ça a été des remises en question des modes opératoires. Après, moi, j'ai senti peut-être une deuxième vague de remise en question. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un historique comme ça de vagues, mais de sujets qui étaient peut-être plus périphériques, mais qui étaient tout aussi pertinents et qu'on a vu apparaître récemment comme des questions d'écologie. Comment on fait de l'action humanitaire en respectant, en n'ayant pas un impact trop fort sur le terrain. Des questions d'antiracisme, des questions de sujets, enfin de thématiques de société qui allaient impacter l'action de MSF et redéfinir leur mode opératoire, peut-être en nuisant à l'efficacité à court terme, mais en ayant peut-être sur le long terme une action plus juste. Dans cette famille
de thématique, l'inclusion des personnes vivant avec handicap est pour moi un des thèmes qui doit être présent. Alors là, je parle de l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans le cadre des bénéficiaires. Je ne parle pas dans le cadre du staff de MSF, parce que là, il y aurait aussi un vrai sujet, et ce n'est pas le mien, mais il y aurait un vrai débat à avoir. Et je me suis dit que ça pouvait être un sujet à questionner, en tout cas voir comment MSF se positionne par rapport à ça. Alors peut-être que j'étais plus sensible à ce sujet à cause de ma collaboration avec la collection L'œil et la main, et le film que vous allez voir s'inscrit dans cette collection de films documentaires. Moi, j'y travaille depuis 7 ans, elle existe depuis 25 ans, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Depuis 25 ans, elle existe sur France 5, et c'est une collection de films documentaires qui est tournée vers la communauté sourde et qui inclut la communauté sourde dans les choix de thématiques, dans les axes. Du coup, ça a été un petit peu ma porte d'entrée sur l'action d'MSF. Et je suis parti sur cette idée. Rapidement, quand j'en ai parlé auprès des gens que je connaissais, on m'a identifié Patrice Vastel. Patrice fait partie des gens qui interviendront tout à l'heure. Vous allez faire sa connaissance, vous allez voir son enthousiasme, sa capacité d'emporter tout le monde dans son projet, quelque chose que j'admire. Enfin, je trouve qu'il a une pêche communicative. Et il a mis en place différents tutos qu'on peut trouver sur Internet et des protocoles. Il a réussi à sensibiliser pas mal de gens sur cette thématique. Et donc, je trouvais ça passionnant. Mais le moment où je lui dis, bon, OK, qui concrètement met en pratique tes idées? Sur quel terrain, moi, je peux aller filmer? Parce que pour faire un film, il faut des images, il faut des actions. Sur quel terrain je peux aller pour filmer quelque chose? Et là, alors bon... pas grand-chose, et le film aurait pu s'arrêter là, et c'est là où un autre personnage rentre en jeu. Alors, c'est Patrice qui me l'a présenté, mais le lien n'est pas si évident que ça. C'est Louise. Donc, Louise, vous allez voir, c'est elle qui est le fil rouge du film. Vous allez aussi voir, au même titre que Patrice, l'énergie incroyable qu'elle arrive à communiquer aux gens et qu'elle l'utilise pour porter son projet. Et du coup, le film a existé grâce à son... Là, je vais être obligé de faire un petit pas de côté pour expliquer à des gens qui ne sont pas au courant des fonctionnements de MSF comment elle a monté son projet. Alors, je vais schématiser, et je pense que tout le monde va m'en vouloir d'être aussi approximatif sur le mode de fonctionnement de MSF. Mais en gros, MSF, il y a des bureaux, des centres opérationnels qui sont dans des capitales, Amsterdam, Barcelone, Bruxelles, Paris. Dans ces bureaux, il y a des opérations, il y a des desks qui vont décider d'actions et qui vont dire « Ok, on va faire ça en réponse à une crise, en réponse à une situation ». J'espère que je ne dis pas trop de bêtises sur comment ça marche. Et à côté de ça, sur les terrains, il y a aussi un mouvement associatif qui est là parce que MSF, c'est une association qui doit exister avec des AG, avec des rencontres. Et c'est au sein de ce mouvement associatif, c'est-à-dire localement, que Louise, étant responsable du mouvement associatif, à un moment s'est dit, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire localement pour être plus inclusive, pour être plus tournée vers les personnes vivant avec handicap. Et c'est elle qui a initié, depuis Kinshasa, ce projet. Donc ce n'est pas un projet qui est venu comme une décision politique des bureaux, des opérations. C'est quelque chose qui est né du terrain, de sa propre énergie, qu'elle a réussi à financer après en ayant de l'argent de MSF, mais c'est une initiative qui est venue localement. Et ça, je pense que ce sera ce qui va peut-être amorcer le débat, de se dire comment on change et d'où est-ce que ça vient. Et donc, elle a porté ce projet qui est né au moment du Covid, où elle s'est posé la question, est-ce que tout le monde a accès aux messages de prévention? Elle s'est rendue compte que des communautés étaient exclues de ces messages, donc elle a monté son projet. Le succès de son projet l'a poussée à l'élargir au planning familial et VIH-Sida, et ainsi à faire circuler des messages qui, avant, peut-être ne touchaient pas certaines communautés. Enfin, ça, vous allez le voir dans le film. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a prouvé qu'on pouvait être plus inclusif, qu'on pouvait ne pas laisser les gens de côté et les inclure dans des projets qui existaient déjà, mais auxquels ils n'avaient pas accès, dont ils se sentaient exclus. Et en fait, pour moi, je me rends compte, enfin, je pense que le film, la meilleure partie, la partie la plus intéressante du film, c'est pas tant le film en lui-même, mais c'est ce qui vient après.
c'est le débat, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien d'avoir ce débat, parce que l'idée, c'est que le film serve de point de départ à une remise en question, à des questionnements sur les pratiques. Et alors bon, partez pas, regardez quand même le film, mais c'est surtout, je pense, le débat qui aura toute sa valeur. Et bien, sur ces mots, je pense qu'il est temps de regarder le film et de se retrouver dans 26 minutes précises. Voilà, donc on a vu ce film qui est une initiative, un projet qui montre effectivement que des choses sont possibles. Et on va pouvoir passer à la partie débat. C'est un débat, donc par définition, il va y avoir une myriade de questions, en tout cas je l'espère. Pourtant, il y a une question qui pourra nous servir de ligne directrice au débat. Cette question, c'est celle qui a servi au titre de l'événement. Comment améliorer l'accès aux soins et aux secours des personnes vivant avec un handicap en situation humanitaire? Et ce soir, donc, nos 3 interlocuteurs, Patrice, Guillaume et Grégory, vont nous aider à y répondre. Je vais donner la parole à Patrice dans un premier temps. Donc Patrice, il est coordinateur du projet international sur l'inclusion des personnes handicapées à MSF. Il est l'auteur de la motion, donc on a parlé dans le film de 2016 sur l'inclusion des personnes handicapées à MSF. Et par ailleurs, donc Patrice a travaillé au long d'une vingtaine d'années dans différentes missions, sur différentes missions et au siège norvégien de MSF, où il a été DG pendant de 2003 à 2011. Et enfin, Patrice est membre de l'association norvégienne des malentendants. Je te donne la parole pour 10 minutes. Bien, merci Elba. Et alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc tout d'abord, alors c'est un grand moment quand même. Moi, je suis vraiment, vraiment très très heureux d'avoir vu ce film. Et ça me fait un plaisir extraordinaire. Donc alors tout d'abord un grand merci et tout mon soutien à Louise et à l'équipe en DRC pour tout le travail qui a été fait. Un grand merci à Benoît pour son film, un film critique et une critique qui me paraît tout à fait saine, salutaire et constructive, et une critique qui nous faut embrasser, je pense. Et puis évidemment, bon, merci au Crash pour l'opportunité de ce débat. Alors, tout d'abord, je pense en effet que ce film est bienvenu pour renforcer nos efforts actuels de mettre plus en avant l'approche communautaire, le dialogue avec les communautés dont les organisations de personnes en situation de handicap font partie. Donc pour offrir un meilleur service en général, un service de qualité où les plus démunis ne sont pas laissés pour compte et certainement pas les personnes en situation de handicap. Donc pour donner une image globale, on sait que les personnes en situation de handicap représentent à peu près 15% de la population mondiale en accordance avec l'OMS. Ce pourcentage est probablement élevé, plus élevé encore dans les régions où MSF travaille. Nous savons que les femmes en situation de handicap sont particulièrement victimes de violences sexuelles. Nous savons que nous savons également que les personnes en situation de handicap ont un besoin plus important aussi en termes d'accès aux soins de santé dans les régions où nous travaillons. Donc, les personnes en situation de handicap sont dans ces situations particulièrement difficiles dans beaucoup de régions où MSF travaille, dû à un fort lien entre la pauvreté et le handicap. Donc, en tant qu'organisation humanitaire, nous devons de nous questionner dans chaque projet et nous poser la question, pratiquement, quels sont les patients qui n'atteignent pas nos services? Quels sont les patients les plus vulnérables? Et nous savons de l'expérience de nombreux acteurs que les personnes en situation de handicap sont souvent confrontées à de multiples barrières pour accéder aux services en général et aux soins de santé en particulier.
Alors, où en sommes-nous à MSF et dans le mouvement en général sur l'inclusion des personnes en situation de handicap? Donc, comme il a été mentionné, en 2016, nous avons voté une motion, une résolution sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Depuis 2018, nous avons, à travers un projet spécifique international, développé en collaboration avec des organisations de personnes en situation de handicap, des matériaux de qualité pour promouvoir et supporter l'inclusion dans le mouvement. Donc, ce qui inclut des vidéos de sensibilisation, des guidelines, une formation en ligne et tout un partage d'expériences aussi, donc qui est disponible pour tous sur notre portail. Donc, suivant aussi, on a eu de très bonnes discussions avec les organisations de personnes en situation de handicap qui nous ont recommandé très rapidement, écoutez, oubliez les checklists. Si vous voulez que ça fonctionne, faites quelque chose d'un peu rigolo, quelque chose qui provoque de l'enthousiasme, de l'émotion et donner des messages simples. Donc basiquement, ils nous ont dit, voilà, donner 4-5 messages simples pour faciliter l'inclusion. Donc, c'est ce qu'on a fait avec eux. Ils nous ont dit, voilà, on est arrivé sur les 5 messages suivants qu'on passe à nos missions en MSF. Donc, le premier, c'est vraiment pour toutes nos missions, connectez-vous et mettez-vous en contact, menez vos projets en partenariat avec des organisations locales représentatives de personnes en situation de handicap. Et ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, parce qu'on a disons, le réflexe d'aller plus proche des communautés. C'est vraiment une décision de tous les centres opérationnels cette année, d'aller beaucoup plus proche vers la communauté. Et ce message de vraiment connecter davantage, comme l'a fait Louise, avec les organisations représentatives de personnes en situation de handicap, est vraiment un message qui a toutes les chances de passer dans les années à venir, parce que ça colle très bien avec notre approche globale. Le deuxième message important, c'est vraiment de sensibiliser nos équipes à l'inclusion. C'est notre attitude, l'attitude de notre personnel est d'une importance fondamentale et peut vraiment, une mauvaise attitude peut vraiment créer une barrière très importante pour l'accès des patients à nos soins. Donc aussi, le troisième point, c'était vraiment prendre garde à l'accessibilité de nos structures, à l'accessibilité physique. Est-ce qu'une personne qui utilise un fauteuil roulant, typiquement, va avoir accès à nos structures de soins? Le quatrième point, c'était d'utiliser des modes de communication audio et visuels, comme on a vu ce soir. Tout cela est transmis donc aussi en langue des signes. Donc, est-ce qu'on est bon à communiquer sur différentes formes accessibles à tous? Et aussi, recruter, et on arrive aussi à un point qu'a mentionné Benoît au début, recruter aussi des personnes en situation de handicap dans notre organisation, parce qu'il y a un lien. Si on a un peu plus de personnes en situation de handicap dans l'organisation, on aura probablement beaucoup plus de sensibilisation à l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc 5 mesures simples qui permettent de faire la différence pour les personnes en situation de handicap. Alors, là où est notre point faible, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité globale sur l'ensemble des initiatives sur l'inclusion dans le mouvement. On n'a pas de données pour mesurer nos efforts. Il n'y a pas encore d'approche systématique à MSF. Il y a encore, soyons honnêtes, énormément à faire. Mais on a déjà des outils, on a quelques exemples d'initiatives qu'il est important de partager. Et comme on le disait dans ce documentaire, oui, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir regarder qui a fait quoi et de faire la même chose. Alors, c'est là où vraiment le projet de Louise est fantastique, parce que c'est un superbe exemple de projet. Donc, dans le projet lancé par Louise, Louise nous montre comment on peut aller vraiment proche, travailler de manière très proche avec les organisations de personnes en situation de handicap. Donc, les organisations de personnes en situation de handicap, par définition, c'est des organisations dont une majorité du personnel et du board sont des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Donc, Louise, comme on l'a vu, a formé des pairs éducateurs parmi ces organisations qui eux-mêmes se sont chargés de sensibiliser leur réseau de personnes en situation de handicap dans une langue commune, utilisant quand nécessaire donc la langue des signes, braille, etc. Donc, le point remarquable ici, dans cet exemple, c'est ce travail en collaboration très forte avec des organisations représentatives de personnes en situation de handicap.
Alors pour citer d'autres exemples qui moi m'ont inspiré dans MSF, un autre projet que j'ai trouvé particulièrement inspirant a été le cas de cette équipe sur un projet travaillant sur la santé sexuelle et reproductive au Zimbabwe. Et l'équipe au début s'est dit tiens on ne voit pas dans notre structure parmi nos patients des personnes en situation de handicap, alors qu'on sait que les femmes effectivement sont souvent victimes de violences sexuelles. Et on ne voit pas dans nos projets de personnes en situation de handicap, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une erreur sur ce projet, et donc tout de suite ils se sont dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Et donc ils se sont mis donc à connecter, à créer des ponts avec les personnes en situation de handicap, avec les organisations de personnes en situation de handicap et avec les organisations travaillant avec les personnes en situation de handicap pour remplir un petit peu, pour faire un pont. Voilà. Et en même temps, donc, ils ont travaillé aussi à sensibiliser l'équipe, à créer un meilleur accueil et aussi à travailler sur l'accessibilité de leur structure. Donc, une approche que je trouve aussi très intéressante et qui est vraiment une grande source d'inspiration, et qui est vraiment, donc là, vraiment, le point fort, c'est se poser dès le début la question, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce projet. Et c'est vraiment un des points, je veux dire, qui est vraiment une inspiration de la part de ce projet. Pour moi, un autre projet aussi qui m'a beaucoup inspiré dans mon travail, un autre projet MSF donc qui m'a inspiré en termes d'accessibilité cette fois-ci, pour donner des exemples un peu différents, c'est ce projet de l'équipe MSF qui a travaillé sur la mise en place d'un centre d'accueil pour les familles dans le camp de réfugiés de Bourj El Barajneh à Beyrouth. Et depuis le premier jour, l'équipe a fait le choix de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors pour eux, c'était pas facile parce qu'ils avaient un building vertical sans ascenseur. Donc ils se sont dit, ça commence quand même très mal en termes d'accessibilité. Et donc il y a eu une grosse discussion entre l'équipe médicale et l'équipe logistique qui se sont dit un peu, bon, comment est-ce qu'on peut faire l'accessibilité dans ce cas-là? Et en fait, en discutant, ils se sont aperçus, tiens, il y a un moyen très simple, en fait, c'est qu'on va faire un rez-de-chaussée très accessible. Et ensuite, dans ce rez-de-chaussée, on va faire une salle polyvalente. Et ce qui fait que les personnes en situation de handicap n'ont plus à monter les étages, puisque c'est le personnel soignant qui, lui, peut descendre au rez-de-chaussée pour soigner les personnes en situation de handicap dans cette salle dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc un exemple aussi assez innovateur et qui montre que quand on veut se faire l'effort, on arrive à trouver des solutions aussi originales. Et alors pour finir avec un dernier exemple aussi, cette fois dans le domaine de la communication avec les patients. L'exemple que je voudrais donner, c'est celui donc du projet MSF d'il y a quelques années en Eswatini, donc ex-Swaziland, où les traitements disponibles à cette époque contre la tuberculose avaient pour effet secondaire de rendre les patients sourds. Et l'équipe de soignants donc a décidé donc à cette époque d'apprendre la langue des signes et aussi d'être sûr que les patients comme leurs familles avaient accès en fait à cette langue des signes aussi. Donc ils se sont mis donc à créer en fait un partenariat avec une école pour personnes sourdes où ils ont demandé à pouvoir accéder en fait à l'apprentissage de la langue des signes pour les familles, pour les patients et pour le personnel médical. Et là où ça devient intéressant, c'est aussi que d'après l'équipe, la conséquence a été aussi que plus de personnes sourdes sont venues en fait sur ce centre de santé. Voilà, donc j'ai trouvé tous ces exemples-là que je mentionne, j'ai trouvé vraiment des sources d'inspiration pour MSF pour améliorer la qualité de nos soins. Alors, aussi un autre point que je voulais mentionner avant de conclure, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que nos efforts pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap bénéficient de manière bien plus large à l'ensemble des patients, qu'il s'agisse d'une meilleure accessibilité physique de nos structures ou d'une prise de conscience plus large de l'importance d'une approche inclusive dans une perspective humanitaire, ou simplement être plus conscient des barrières auxquelles sont confrontés nos différents patients. Voilà. Donc, pour conclure, l'inclusion est le travail de chacun. Et pour commencer à notre niveau, et là je vais faire un petit peu de publicité évidemment, allez sur notre portail, regardez la vidéo, faites la formation, et là vous allez trouver énormément d'idées en fait pour aller plus loin et pour vous-même en fait implémenter l'inclusion où que vous soyez, que vous travaillez dans un bureau MSF, sur un projet, vous allez trouver énormément de matériaux, énormément d'inspiration. Évidemment, je suis là et nous on est là avec Louise aussi si vous avez besoin de conseils. Donc visitez notre portail. Alors là ça va faire vraiment pas
page de publicité disabilityinclusion.msf.org et merci beaucoup pour ces 10 minutes. Et vraiment, j'attends avec impatience ce débat. Très bien, merci à toi Patrice. On va passer directement la parole à Guillaume Le Gallais et puis on fera les questions donc, dans un deuxième temps. Guillaume, donc, il est le directeur d'une association pour l'inclusion des déficients visuels dans le Finistère. C'est une association qui travaille avec des enfants, des jeunes et des adultes et qui a pour but de favoriser leur inclusion. L'association, elle s'appuie à la fois sur l'expertise de professionnels de la déficience visuelle, ainsi que sur l'expérience et sur l'expertise de personnes ayant elles-mêmes un déficit visuel et qui sont à ce titre capables de dire quels sont les dispositifs qui leur conviennent le mieux, ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Par ailleurs, Guillaume a été directeur des opérations de 2000 à 2006 chez MSF France et il est membre du conseil d'administration de notre association. Patrice, à toi la parole. Guillaume, sorry. Bonjour Elba, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez à peu près bien. Alors je vais essayer de ne pas répéter évidemment tout ce qu'a dit Patrice, il en a dit plein, donc ça va être difficile de pas répéter des choses, mais je vais peut-être déjà m'intéresser, je vais m'intéresser à deux points. Un point qui serait sur comment est-ce qu'MSF peut faire pour s'intéresser de manière peut-être un peu plus pratique à cette question effectivement des personnes handicapées, et un deuxième point plutôt autour de la question de l'accessibilité et d'où elle vient cette question finalement. Le premier point sur quand s'intéresser à cette situation, à ces personnes en situation de handicap, je pense qu'il y a quand même des moments dans la vie d'MSF, dans la vie des projets, dans la vie des opérations, des moments particuliers pendant lesquels il faut être particulièrement attentif à cette question des personnes handicapées. Je pense par exemple aux situations de crise, au moment où elles arrivent, au moment où elles démarrent. On peut penser à l'Ukraine aujourd'hui, mais le monsieur dans le film le dit très bien quand il parle de l'Itourie. Il dit à ce moment-là, dans l'Itourie, tout le monde est parti. Évidemment, c'est ceux qui n'ont pas pu, c'est ceux qui n'ont pas su pour ce qu'il représentait, c'est-à-dire les personnes avec un handicap auditif. Mais vous pouvez bien imaginer que les personnes avec un handicap visuel, avec un trouble moteur, etc., étaient elles-mêmes aussi en difficulté face à l'unique solution qui leur a été offerte à l'époque, c'est-à-dire de fuir le lieu. Donc, dans ces moments vraiment de crise, là, il faut faire attention en particulier à ces personnes-là, en particulier parce que c'est des personnes souvent qui peuvent être dépendantes au niveau information, au niveau familial. Voilà, elles peuvent être dépendantes donc dans leur environnement proche. Et en plus, la deuxième difficulté, c'est qu'un certain nombre, alors dépendamment de comment est organisée la société, mais il y a des pays dans lesquels les personnes en situation de handicap sont institutionnalisées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles vivent dans des foyers, qu'elles vivent dans des institutions spécialisées. Donc ça dépend des pays. Je dirais, la question de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap se fait pas de la même manière en France qu'en Italie ou en Norvège, ou vraisemblablement au Congo ou en Itourie, par exemple. Donc là aussi, il faut faire attention. Dans ces institutions, il y a pour beaucoup des personnes en situation de handicap qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver sans aucun moyen de subsistance. Je me souviens très bien, moi, du Kosovo, quand on est arrivé sur le Kosovo avec Jean-Clément Cabrol à l'époque, une des premières structures qu'on a pu visiter, c'était un asile, hôpital psychiatrique, mais asile pour personnes en situation de handicap psychique, qui avait été abandonné par tout le monde, inclus les soignants. Il restait très très peu de monde et qui était en grande difficulté, bien évidemment. Donc dans ces situations de crise, il faut faire vraiment particulièrement attention. Le deuxième moment sur lequel on doit faire attention, c'est évidemment les situations de guerre. À partir du moment où on fait de la chirurgie, alors c'est pas nous qui fabriquons les personnes en situation de handicap, mais clairement, les gens qui ressortent de nos hôpitaux ne ressortent pas forcément avec 100% de leur capacité. Et ça, moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter le projet à Amman, par exemple. Tout ce qu'on fait là au plan médical est évidemment particulièrement important, mais il n'empêche que la majorité de ces personnes, elles vont sortir de cet établissement de santé, elles vont sortir mieux qu'elles ne sont rentrées, bien évidemment, mais elles vont rester handicapées. Et donc, à ce moment-là, il me semble que c'est particulièrement important de s'intéresser au suivi, à leur devenir, à la manière dont ils vont pouvoir ou non se réintégrer dans leur propre société.
Un autre moment pour lequel on peut vraiment s'intéresser particulièrement à cette question, c'est autour de la question des naissances. À MSF, on fait beaucoup d'accouchements dans les hôpitaux. Vraisemblablement, une partie des enfants qui naissent avec un handicap. Alors tous les handicaps, on ne les voit pas à la naissance, mais un certain nombre d'enfants naissent avec des handicaps qui sont potentiellement visibles à la naissance. Là aussi, s'intéresser à leur devenir, ça veut dire s'intéresser à comment est-ce qu'on peut aider cette maman, ce papa, ce couple à élever cet enfant, qu'est-ce qui va pouvoir leur être proposé, qu'est-ce qui existe dans la société qui va permettre à ces parents d'éduquer au mieux leur enfant en situation de handicap, etc. Donc dès qu'on est engagé, il me semble, dans des hôpitaux où les accouchements font partie du panel de soins dans lequel on est en responsabilité, il me semble qu'il y a là quelque chose à regarder de manière un peu plus précise que peut-être ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, le quatrième aspect, c'est autour des projets un peu comme celui sur lequel est intervenu Louis, c'est-à-dire les projets plutôt moyen-long terme. Là aussi, on voit bien que nos modes opératoires et nos modes de communication, si on n'y fait pas attention, ne sont pas inclusifs. C'est-à-dire qu'on ne devient pas inclusif naturellement. Et là aussi, il y a à développer des attitudes particulières, des environnements particuliers, des liens, des coopérations avec d'autres structures du paysage, si on veut vraiment, réellement, toucher les personnes qu'on entend toucher. Donc ça, c'était le premier point, peut-être des réflexions sur, voilà, peut-être à quel moment précis on peut peut-être s'intéresser un peu plus particulièrement à ça. Le deuxième point, pour moi, c'était autour de la question de l'accessibilité. Ça, on en a beaucoup parlé dans le film, Patrice t'en parle aussi beaucoup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est passé globalement dans le monde, Nations Unies compris, on est passé dans une logique qui était une logique d'intégration à une logique qu'on appelle une logique d'inclusion. Avec ça vient en plus d'ailleurs une approche par les droits, une approche autour de l'autodétermination des personnes handicapées, etc. Donc il y a un mouvement politique important, ça, qui est encore en cours aujourd'hui, et qui va de pair d'une certaine manière avec une approche de la question du handicap qui est quand même très différente aujourd'hui de ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire qu'on est un peu sorti de ce qu'on appelait à l'époque le modèle médical de l'approche du handicap, qui était une approche par les incapacités, et on travaille maintenant sur un modèle qu'on appelle social ou environnemental, c'est-à-dire finalement que c'est la situation qui fait le handicap. C'est ça qui fait que vous êtes à un moment donné en situation de handicap. Et donc là, ce que ça veut dire évidemment, c'est que c'est à la société et à tout le monde, inclus MSF du coup, de faire des efforts, c'est-à-dire de faire des démarches qui obligent à pouvoir faire en sorte que, on va dire, les services soient accessibles à tout le monde. Donc on a changé quand même la logique là ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années. Il y a vraiment une sorte de petite révolution qui s'est passée qui, dans le monde du handicap en tout cas, a vraiment changé les manières de faire dans énormément de pays et qui arrive là de manière plus globale un peu partout. Donc ça me paraît vraiment important de comprendre ça, que c'est vraiment, si on veut que ça fonctionne, c'est vraiment à nous de faire les efforts, et je pense que Patrice le dit aussi très bien. Et cette question de l'accessibilité, bon là je ne vais pas m'épancher parce que finalement beaucoup a été dit. Cette question de l'accessibilité, c'est bien évidemment la question de l'accessibilité du bâti, l'environnement, le bâti lui-même. Est-ce que l'architecture est conforme? Est-ce que c'est facile de s'y repérer? Est-ce que on peut passer avec un fauteuil? Est-ce que voilà, le bâtiment a été conçu et permet de se déployer. En plus, quand on est dans des institutions médicales, on voit bien qu'assez régulièrement, on a des gens qui sont en difficulté de se mouvoir, etc. Donc, on a intérêt à, là, vraiment travailler là-dessus. Je ne sais pas où en est le service logistique là-dessus, s'ils ont développé un petit cahier des charges concernant l'accessibilité. Peut-être que s'il y en a dans la salle, ils pourront nous en parler. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre dans la question de l'accessibilité du bâti, c'est qu'un seul obstacle suffit à vous empêcher d'accéder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez quelqu'un qui est en fauteuil, qui est autonome, qui arrive dans votre hôpital, il fait, on va dire, 600 mètres dans l'hôpital, mais il a besoin d'aller juste un tout petit peu plus loin, et là, il y a une rangée de 3 marches, 4 marches, c'est juste, pour lui, c'est comme si c'était un mur, c'est une impossibilité totale. Donc l'accessibilité, c'est pas un pourcentage, on peut pas être à 80% accessible. On l'est ou on l'est pas. Il faut bien comprendre que c'est vraiment un tout, que pour que ça fonctionne, faut que ça soit complètement accessible. Ça me permet de parler d'ailleurs de l'accessibilité numérique,
rapidement, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut faire très attention dans nos communications, dans nos outils, etc. La question de l'accessibilité numérique, elle est vraiment importante parce que dans ce numérique, malgré les progrès techniques qu'on a pu faire aujourd'hui, on se retrouve très régulièrement, les personnes qui ont besoin, par exemple, d'un logiciel de synthèse vocale pour pouvoir naviguer sur le net, se retrouvent très régulièrement dans une impossibilité totale de faire quelque chose qui pourtant ne devrait pas être compliqué derrière. Donc, voilà, je vais pas me prendre trop de temps sur cette question d'accessibilité, juste pour dire qu'effectivement, c'est aussi une question de communication. Ça a été très bien dit. On voit très bien le problème avec la population des personnes malentendantes ou sourdes. La question de la communication, elle est bien évidemment essentielle. C'est le premier facteur qui va créer les problèmes. Et je terminerai juste sur le lien qu'on peut faire finalement avec une autre intention d'MSF qui est finalement autour de ce qu'on appelait le patient-centered, c'est-à-dire une approche centrée patient. On voit bien que cette réflexion-là autour de la question des personnes en situation de handicap, elle vient là aussi côtoyer, on va dire, cette notion de se rapprocher du patient. Et dernier point, j'insiste là-dessus, de se rapprocher des associations représentatives. Ça a été dit par Louis, par Patrice, par tout le monde. Ça me semble effectivement extrêmement important. Ils connaissent mieux que nous comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre accessibilité, nos messages et nos soins au final. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Guillaume. Je vais donner maintenant la parole à Grégory. Grégory va parler en anglais. Alors ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir un casque pour avoir l'interprétation en français. Et donc n'hésitez pas à aller les récupérer pendant que je présente Grégory. Grégory est psychiatre et il est référent santé mentale chez MSF France. Il a beaucoup travaillé avec des groupes vulnérables en milieu urbain, des personnes sans abri, des personnes souffrant de troubles dus à la drogue, à l'alcool, et avec des réfugiés et des demandeurs d'asile. À MSF, plus spécifiquement, il a travaillé sur des projets en Irak, en Cisjordanie, au Yémen, en Syrie et en Jordanie. Voilà, donc Grégory s'intéresse à la santé mondiale, en particulier à la santé des jeunes et des mères, ainsi qu'à celle des réfugiés et des autres personnes vulnérables. À toi, l'honneur. Thank you, Elba. Merci, I'm Elba. really glad to Je be suis with très you heureux all here today to d'être share avec vous et something de that I'm pouvoir passionate partager about, which is les the fight for informations inclusion of people with qui portent disabilities. sur l'inclusion des personnes atteintes de what we can handicap do as an et association ce que l'on and peut an faire en tant operational qu'association entity et en tant to qu'entité ensure that people opérationnelle with pour disabilities are actively que les considered personnes and handicapées fully soient and véritablement meaningfully prises en compte included in our et strategy. incluses dans notre And stratégie so de manière in doing that, I'd like to significative. share Et three things. So j'aimerais partager avec first of vous all, I just trois want to share choses. with you my Tout personal d'abord, motivation, a story that ma motivation illustrates à partir that. d'une anecdote qui illustre And très bien then ce move on fait. to Et ensuite, je why passerai I think as MSF we should fight ce que for MSF inclusion devrait faire and pour precisely where qu'il y ait in véritablement de MSF's, l'inclusion et where MSF's motivation for this comes from. d'où viendrait la motivation d'MSF pour parvenir à cette inclusion. Enfin, je ferai un peu écho à ce que nous avons déjà entendu tout à l'heure de la part de nos amis et collègues, c'est comment rendre cette inclusion véritablement réelle sur le plan opérationnel. Alors, sur le plan de ma motivation, j'aimerais partager avec vous une anecdote. Imaginez-vous un grand camp de réfugiés. Beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé dans des camps de réfugiés. Vous avez peut-être même vécu dans des camps de réfugiés avec toute cette promiscuité de centaines de personnes qui sont ensemble, un lieu qui est isolé, qui est entouré de barbelés, des centaines de rangées de tentes. Et puis, au bout de la rangée, il y a un matelas.
Et sur le matelas, il y a un homme qui est peut-être plus atteint que d'autres et qui est en train de balancer d'avant en arrière et qui crie. Et si on le regarde et si on peut lui parler, on pourra peut-être se rendre compte que cette personne est dans une grande souffrance et qui souffre d'un handicap psychosocial. Et c'est quelqu'un que les autres déplacés du camp ont mis au bout du camp, à la frontière du camp, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité que de l'exclure. Et ils l'ont rejeté en raison de son comportement, de son apparence et d'un comportement qui, selon eux, est immaîtrisable. Donc c'est un sans domicile fixe chez les sans domicile fixe, un invisible chez les invisibles, un exclu parmi les exclus. Et je voudrais associer ça au handicap parce qu'effectivement, il s'agit d'exclusion et d'invisibilité. Maintenant, pour être un petit peu plus positif, j'aimerais évoquer ce que MSF essaye de mettre en place en Ukraine actuellement. Bien entendu, il y a des urgences de soins chirurgicaux et médicaux, mais nous nous sommes également demandé qui était resté sur le bord de la route, qui avait été exclu, qui était invisible dans nos opérations en Ukraine. Eh bien, en fait, ce sont les mêmes personnes, les personnes qui sont atteintes de handicap, qui n'ont pas de mobilité, les enfants qui sont dans des centres d'accueil et les personnes qui sont âgées, ainsi que les personnes qui sont atteintes de troubles psychosociaux. Et pour les personnes âgées, ces personnes que l'on dit atteintes de démence, de sénilité. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait tenir compte de ces besoins. Maintenant, j'aimerais évoquer la motivation d'MSF et son origine. Et je pense qu'elle vient aussi de notre interprétation de la charte d'MSF. En 2008, les Nations Unies ont signé une convention sur les droits des personnes atteintes de handicap. Et aujourd'hui, il est du ressort des gouvernements et des organes des Nations Unies et d'autres organisations de s'en emparer et de la mettre en application, cette convention. Cette convention porte sur les droits individuels des personnes atteintes de handicap et elle évoque les principes d'égalité et elle s'inscrit dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme que nous connaissons tous. Mais MSF n'est pas un organe des Nations Unies et ce n'est pas un gouvernement national. Donc je pense qu'il est important et utile que nous voyons dans notre charte ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on ne parle pas de droit individuel ou de droit à la santé dans notre charte. Mais la charte nous dit que les actions de MSF sont tout d'abord d'ordre médical et que nous agissons selon les principes de l'éthique médicale, entre autres principes, et que notre devoir est d'apporter des soins sans nuire, bien entendu, et que nous avons une obligation d'assurer autonomie, confidentialité, consentement aux soins, et que les personnes que nous soignons, ce sont les personnes que l'on soigne avec dignité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de la charte d'MSF. Et nous essayons de les améliorer, ces principes, en adoptant cette approche des soins centrés patients. Et ces éléments sont très importants dans cette lutte pour l'inclusion. Par ailleurs, il y a le principe d'impartialité au cœur de notre action. Et dans notre charte, nous disons que les MSF œuvrent pour apporter assistance sans discrimination de race, de genre ou de choix politique. Et ici,
that as an organisation, tant we can debate to qu'organisation, add the phrase regardless of ability. nous pourrions as well. ajouter peut-être un And I'd be élément à really cette interested to phrase, hear other people's quel que perspectives soit on that. And le handicap. I know that the association, Je sais que through the l'association, work of par Patrice le and travail de Patrice et and other people, et Louise, d'autres personnes, is dont striving for Louise, this as well. s'efforcent pour que l'on intègre cet Finally, élément, c'est-à-dire operationally, ajouter les personnes how atteintes with de our handicap. limited Enfin, resource, troisième should we fight for inclusion of optique, people with disabilities avec nos in ressources our daily limitées, work? Because comment in the end, it's not pouvons-nous about words, it's about actions. lutter contre l'exclusion des personnes atteintes de We can't handicap help et faire en everyone, sorte qu'elles and soient we do need to intégrées triage sur le based plan on needs. opérationnel. Vous savez que nous faisons un Often, I triage think we qui repose triage sur based des on besoins. what we did before. Et souvent, on fait un triage what sur we're la used to base de notre doing. expérience passée, And, sur nos habitudes, sur ce que again, l'on I'm a happy to see l'habitude de that faire. change in Et the je suis work heureux that de Louise is constater doing, que les choses the work changent that grâce au the travail change de that I see Louise in et Ukraine. grâce à ce que nous faisons actuellement en Ukraine. Because when we choose to help Parce some que people, lorsqu'on we also need choisit, to be on décide aware that d'aider we're des making a personnes, decision about not helping others. cela veut dire And que l'on who fait are un those choix people? et qu'il y en a qui And ne it's vont pas okay être to aidés. make a decision. We have Et to. We une have décision, limited resources c'est and the très bien principle parce of que justice. de toute façon, on n'a pas le We choix, must on a des make a ressources decision, and it's limitées. tough. Il faut que, et c'est dur de faire des choix, When making that mais ça decision, peut être au détriment de quelque our chose main d'autre. responsibility Notre is to responsabilité, consider all néanmoins, the c'est different de tenir needs compte that de exist. tous les besoins. And I'm so glad to Et hear je suis today, très heureux adding d'entendre that aujourd'hui que observation of the inclusion of people with on observe la disability. nécessité d'inclure les personnes atteintes de handicap. In the world of mental health, there is Dans a le very domaine de la santé mentale, there is a very il y a un strong movement groupe, of people with lived experience. un mouvement And they avec have des a personnes phrase qui ont that they use, it's not vécu mine. des It's expériences et qui nothing disent about us ce n'est without rien. us. Pour And I nous, think that's sans nous. a helpful phrase Et je to pense que c'est think une about. phrase qui est utile, qui nous donne matière à That réflexion. when we C'est-à-dire que not just deliver our care, but when lorsque we l'on establish and imagine our care, on imagine and design it, our et que l'on strategy, conçoit notre stratégie de soins, pas uniquement lorsqu'on apporte les soins, il faut intégrer les personnes atteintes de handicap dans la conceptualisation, dans la définition de notre stratégie de soins. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais je vous invite à y réfléchir. Nous, en tant qu'organisation, est-ce qu'on est perçu comme une organisation qui considère, qui intègre les handicaps dans sa structure? Est-ce que l'on apporte soutien aux personnes handicapées pour qu'elles puissent mener à bien leur travail? Et comment sommes-nous perçus par les personnes qui bénéficient de nos soins aussi? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Merci. Voilà, donc vous avez pu écouter nos 3 intervenants et maintenant on va passer à la partie débat. Il y a Louise également qui est là, à qui vous pourrez poser vos questions. On a un 2e micro et par contre je vais avoir besoin de quelqu'un de très gentil qui pourra passer le micro dans la salle. Voilà, la personne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à en poser. Je peux commencer pour lancer un petit peu donc avec une question finalement qui... on voit qu'MSF fait certaines choses, mais que par ailleurs MSF n'a pas beaucoup fait jusqu'à présent. Et donc je me demandais, c'est une question peut-être que je pourrais poser à Louise. À ton avis, Louise, pourquoi on a fait si peu ? Est-ce que MSF n'échappe pas à une forme de mépris social ? Est-ce que chez MSF, on se place dans une perspective utilitariste et qu'on se dit qu'on veut sauver le plus de monde et que peut-être les personnes vivant avec un handicap ne sont pas le plus grand nombre ? Est-ce que... bref, je te laisse répondre. À ton avis, pourquoi on a fait si peu jusqu'à présent ? Merci. Vous m'entendez? Très bien, oui. Ok. Dire qu'on a fait, jusque-là, on n'a pas encore fait quelque chose. Moi, je pense je dirais qu'on est un peu en retard par rapport à ce qu'on s'est mis d'accord.
Je me souviens, moi j'étais à l'Assemblée générale quand on a voté la motion en 2016 et c'était que la motion sera mise en place. Mais le problème maintenant, c'est que nous vivons peut-être l'exécution de la motion, ça prend du temps et c'est ce qui a mis un peu ce retard-là. Et de l'autre côté, chez MSF, selon mes analyses personnelles, ça m'engage que moi, je pense que qu'on soigne tout le monde. Et ça nous écarte un peu de voir clair le vrai problème au niveau des personnes en situation de handicap. Parce qu'on sait qu'on soigne tout le monde. Mais moi, je dirais que dans ces projets, ça nous a montré vraiment qu'on soigne tout le monde, mais il y a une catégorie où on n'arrive pas à les atteindre selon notre stratégie ou politique de santé. Et parfois, MSF n'a pas vraiment discerné ce qu'une catégorie de personnes n'était pas vraiment prise en compte dans notre politique de santé. Et nous avons vu ça dans les films. Et c'est à nous maintenant d'analyser, de suivre un peu le problème. Heureusement qu'on a travaillé avec des personnes en situation de handicap. On a découvert le vrai problème que nous, MSF, on pensait qu'on le fait, on le soigne, mais en vrai dire, on n'atteignait pas cette catégorie de personnes. Je vois lors des films les personnes Malatanda ou sur Miwe, quand nous faisons des sensibilisations, je répète toujours, est-ce que nos sensibilisations atteignent ces personnes-là? Vu que notre politique de santé ne prévoit pas les interprètes de langue des signes. C'est vrai que on ne peut pas dire, on a vu dans le film, une femme dit, je pars en CPN avec ma mère, mais ma mère dit, j'ai une grossesse de 4 mois, et la personne elle-même, par ses gestes de médecin, elle dit, j'ai une grossesse de 2 mois à 3 mois. Donc pour dire que jusque-là, MSF doit fournir encore des efforts, se questionner qu'est-ce que nous pouvons faire à la longue ou cette année ou dans les années à venir pour prendre la question de l'inclusion comme une priorité aussi, malgré qu'on a des urgences, malgré qu'on a une ONG humanitaire médicale, mais ça fait partie aussi des médicales parce que une personne qui vient CPN et qui n'a pas l'information de sa grossesse, là, c'est une personne à haut risque. Merci Louise. Une petite précision pour les personnes qui regardent l'événement sur le streaming. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat sur le site du Crash du coup. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un... Oui. N'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez. Oui, bonsoir Annelise Granier. Merci Benoît, merci Patrice, merci Louise pour ce film. Donc moi je suis anthropologue, africaniste, j'ai travaillé pendant de nombreuses années au Mali et au Burkina Faso et notamment sur la question de l'accès aux soins et particulièrement pour les personnes en situation de handicap et plus particulièrement pour les personnes sourdes. Voilà, donc effectivement ce film me parle beaucoup. Je retrouve beaucoup de choses. On a aussi réalisé un film d'ailleurs, voilà, où on retrouve beaucoup de choses semblables à celle-là. Je crois que la vraie question en ce qui concerne les personnes sourdes, ça a été évoqué, c'est celle de la question des pairs et de l'importance des pairs. Parce que l'information, alors on a parlé de l'importance d'un interprète, oui, mais il y a avec ça la question de l'importance de la langue. En fait, on est dans des pays souvent francophones, bon, ou pas, mais dans des pays comme en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays notamment, l'apprentissage de la langue des signes se fait en signe américain, mais c'est en fait plus exactement un pidgin. C'est ce qu'on appelle du français signé, auquel on colle des signes américains et où on va intégrer des signes locaux. Voilà. Donc, si l'information n'est pas passée dans une langue compréhensible par tout le monde, elle va être limitée à ceux qui sont scolarisés.
On l'a vu dans le film, effectivement, parfois on passe par l'écrit, encore faut-il avoir été à l'école. Si l'information n'est pas redistribuée par une personne sourde ou qui est capable effectivement de la donner dans une langue compréhensible, même par les non scolarisés, on va se heurter à des problèmes. Je donne un exemple, constaté par exemple au Burkina Faso. Campagne de sensibilisation. Il n'y a pas plus curieux et plus bavard qu'un sourd. Bon, donc tous les sourds étaient très intéressés. Donc, les sourds vont aux campagnes de sensibilisation. L'information est donnée en ASL, donnée à l'école, telle qu'on l'apprend à l'école. Quelques signes sont reconnus, mais les liens entre eux ne sont pas faits. Donc, on va comprendre qu'il y a un lien entre préservatifs, entre sida, VIH, fièvre, etc. Mais le lien n'est forcément pas fait. Moi, dans les entretiens que j'ai faits, de nombreux entretiens, j'ai eu plus d'une fois quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, avant j'avais le sida, mais depuis que j'ai arrêté de travailler, la maladie est partie. » Ah, super, tu fais quoi comme métier ? Je suis maçon. D'accord. Alors, de fil en aiguille, en reprenant, la personne travaillait au soleil, fièvre, corps chaud, sida, etc. Pareil avec une dame qui était enceinte. J'avais le sida, quand j'ai accouché, la maladie est partie. C'était par rapport au vomissement, etc. Mais plus que ça, un jour, et dans le film d'ailleurs qu'on a réalisé, c'est bien montré, une dame dit, tu sais, moi j'ai bien compris que pour se protéger, il faut 3 préservatifs, un seul ne suffit pas. Une autre qui, ça, voilà, c'est un exemple. Une autre qui dit, moi j'ai bien compris, mon mari voulait absolument mettre, il va coucher avec beaucoup de femmes. Il voulait absolument mettre un préservatif, mais moi je voulais pas. Je voulais pas parce que le préservatif donne le sida. Donc là, on a l'effet inverse de l'information. Elle avait fait un lien entre sida et préservatif, mais elle avait compris que c'était le préservatif qui pouvait être vecteur de la maladie. Voilà. Donc des exemples comme ça, il y en a énormément, et je crois qu'effectivement, c'est une vraie question. Alors, au Burkina, comme excusez-moi, donc votre question, oui. Vous l'adressez à qui? C'est surtout un apport par rapport à cette question des pairs, et je pense qu'effectivement, c'est très important de focaliser sur cette question des pairs relais, parce que sans ça, c'est très compliqué en fait de pouvoir faire passer l'information. Voilà. J'ai une question quand même pour Louise, juste sur les sourds là-bas. Est-ce que au Congo, la mendicité, mais pas la mendicité telle qu'on la voit ici, la mendicité par les sourds, parce qu'il y a des vrais réseaux de mendicité, et ces sources de pratiques sexuelles à risque très fortes, c'est plus des réseaux, est aussi fortement développée au Congo, parce que là, c'est vraiment une source de transmission plus. Voilà. Je crois qu'on vous entend pas. On t'entend pas. Oui, je suis là. Merci. Nous savons que d'abord, nous vivons dans un pays qui est pauvre et la population pauvre aussi. Pour les personnes en situation de handicap, c'est plus que ça. C'est une situation encore très compliquée. Et ils vivent souvent dans la mendicité. Lors de notre projet, quand on était sur le terrain, on posait toutes les questions possibles. Ils étaient incapables de se prendre en charge. Même certains étaient aussi rejetés dans leur famille parce que c'est une charge pour eux. Même il n'y avait pas moyen de les scolariser, même pas moyen de les accompagner dans la vie. Et ils se retrouvent dans la rue pour demander de l'argent et pour vivre du jour au jour. Et là, c'est très compliqué parce qu'il est dans la rue, il ne parle pas, il est obligé de se promener avec un enfant. C'est cet enfant qui va parler à sa place pour demander de l'argent aux passants ou à tout le monde. Je pense que cette pauvreté les entraîne aussi à faire d'autres pratiques, je dirais aussi de se prostituer, de se mettre dans la rue pour la prostitution, et ils ne sont pas visibles, ils se prostituent dans le milieu où ils sont, pourvu qu'ils trouvent quelque chose à manger ou à faire nourrir leur famille.
parce qu'ils n'ont personne pour le prendre en charge, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des organisations, ils n'ont personne pour le prendre en charge. Et aussi, le grand problème, la pauvreté, même si un sourd a étudié à un niveau supérieur, il n'a pas l'accès au travail. Et c'est ce qui rend encore compliqué leur vie et ils sont obligés de se retrouver partout pour chercher tous les moyens possibles pour le survivre. Donc, moi, je pense que ça, c'est déjà un vrai problème. Ils se livrent dans des pratiques à risque parce qu'ils doivent vivre du jour au jour et faire vivre leurs enfants et leur foyer. Je me permets de rajouter un point sur le programme de Louise et qui n'est pas dans le film parce que le film ne faisait que 26 minutes et qu'il fallait se concentrer sur la thématique de l'inclusion et de la transmission de l'information. Mais une facette du projet de Louise qui était tout à fait admirable et qui est abordée là, c'est l'enjeu économique. C'est-à-dire dès qu'on se tourne vers des communautés de personnes vivant avec handicap, on est confronté à leur détresse et à leurs besoins économiques et on ne peut pas faire abstraction de cette première barrière, parce que avant d'accéder à des messages de prévention, tout ça, ils ont besoin de manger, de vivre. Et ce qu'a fait Louise, qui n'est pas raconté, c'est qu'elle a identifié par association de personnes vivant avec handicap des besoins, que ce soit des besoins logistiques, d'aménagement de locaux, des besoins d'accès à l'eau, des besoins de machines braille, et parallèlement à la formation qu'elle a donnée à ces personnes vivant avec handicap, avec MSF, ils ont eu tout un programme de soutien pour essayer de décharger cet enjeu économique et qu'ils puissent se concentrer sur leur accès à la santé. Et ça, c'est vrai que je pense que dès qu'on aborde ces questions d'inclusion, il y a des débats qui vont naître, de se dire, bon, bah, ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les aider d'un point de vue d'inclusion sociale ? Merci Benoît. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ou par chat ? Oui, je vois une question tout au bout. Alors, le micro, c'est Laura. Bonsoir. Donc moi, je suis Laura, je travaille au département des opérations à OCP. J'avais une question pour Louise. Je voulais savoir comment... En fait, vous aviez partagé ce projet pilote. Est-ce qu'il avait été présenté à d'autres d'autres acteurs au sein de la section? Et comment est-ce que ça avait fait des petits? Est-ce qu'il y avait eu des choses qui étaient sorties de ça? Et est-ce que ce projet avait fait l'objet en fait d'une évaluation ou d'une... est-ce que les patients, par exemple, en ont tiré quelque chose de particulier? Voilà, merci. Louise, je crois qu'il faut allumer votre micro. Je suis là. Ouais. Je pense qu'on a partagé ces projets avec plusieurs organisations et souvent l'Oslo a été vraiment celui qui faisait les relais dans les autres organisations et dans les autres MSF, bien sûr, en interne et en externe, pour dire que ce n'était pas seulement nous, MSF, on a travaillé en collaboration avec les associations, on a travaillé en collaboration avec certaines ONG qui nous ont appuyés dans des matériels et je pense que des préservatifs ou autres, on n'avait pas ça dans le projet, mais on a reçu dedans aussi venant du PNMLS, des autres organisations pour appuyer. Et la communication était partagée auprès des autres sections ici en RDC qui a un tel ou tel projet. De toute façon, pour l'évaluation ou comment on a fait l'évaluation, au début, on a fait l'évaluation du focus group pour savoir quel est le vrai besoin qui est dans cette communauté-là. Et dans cette évaluation qu'on a trouvé les associations, au moins 11 associations de personnes en situation de handicap qu'on a collaboré avec. Et à partir de ces 11 associations, on a retiré 10 personnes vivant avec handicap. Et on a travaillé en collaboration avec eux. Et ils étaient franchement contents de notre collaboration et de comment MSF s'est
impliqué ou s'est investi, est allé vers eux. Ce qui était dit, souvent il me disait, c'est une première fois qu'on soit impliqué dans une ONG et travailler. Et si ce n'était pas, et aussi à la longue, je pense que aujourd'hui, le projet tend vers sa fin, c'est presque clôturé, mais il y a aussi une autre organisation, MSF, de Ouaka, qui reprend les activités de ce projet après notre intervention de l'associatif. Ça, c'est vraiment pour nous une réussite parce que sans la question souvent sur le terrain nous demandait et après, avant l'année passée, et après Covid, vous allez faire quoi? Vous allez nous abandonner? Et alors que nous, on n'est pas informés sur le VIH et planification familiale. Et maintenant, la question se pose encore, après planification familiale, qu'est-ce qu'on va devenir? Et de là, Ouaka est venu, on a collaboré, on a discuté avec Ouaka, et maintenant, ils étaient d'accord pour reprendre le projet. Pour dire qu'on a partagé avec plusieurs organisations, on a partagé en interne avec MSF, mais maintenant, on est très content parce que il y a une autre organisation, Ouaka, qui reprend le projet. Merci. Je sais pas si je fais comme... Oui, très bien. Il y a une question de Mickaël. Le micro, du coup. Bonsoir, donc Mickaël, je travaille au Crash. J'ai une question qui s'adresse à la fois à Patrice et Guillaume. Alors Patrice, dans le poste que tu occupes actuellement, et puis Guillaume, en tant qu'ancien directeur des opérations, qui concerne le changement. Patrice, tu parlais de changement un peu, je sais pas, un peu comme un rhizome, quoi, par voisinage, pour reprendre ton analogie. On a, je sais pas, 170 projets à MSF aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de rhizomes. Et donc je me posais la question de la limite de cette analogie, et c'est pour ça que je rebondis sur l'expérience de Guillaume. Comment est-ce que dans une institution comme MSF, ou plusieurs institutions comme MSF, parce qu'on voit bien qu'on est plein, on impulse un changement comme celui-là, au-delà de la démarche, je dirais, par analogie et comparaison et modèle. Comment est-ce que une direction des opérations peut décider, de manière normative ou pas, de dire, bon, maintenant, ça suffit, on travaille dans cette direction-là. On l'a déjà fait. On l'a fait sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles, par exemple, avec des gens qui étaient spécialisés, dont la fonction était celle d'orienter, de peser sur l'orientation des projets. On est en train de le faire aujourd'hui sur ce qu'on appelle le patient-centered. Mais donc la question que je te pose, c'est est-ce qu'on peut faire sans, finalement, responsable qui soit là pour peser au nom de la direction, au nom de l'institution, et sans rendu de compte auprès des instances dirigeantes de nos institutions au pluriel. Voilà. Donc allez-y, Patrice. Je peux commencer, et puis Guillaume, enfin je pense que Guillaume aura beaucoup plus d'éléments que moi. Pour nous, là, la stratégie a vraiment été beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de l'advocacy en interne, c'est-à-dire informer, présenter en fait donc ce qui est possible de faire, donc avoir des ensembles de recommandations comme on a fait, d'avoir des formations, d'avoir des matériaux qu'on puisse présenter, des vidéos pour la sensibilisation, donc d'avoir des matériaux et de les promouvoir dans le mouvement et de dire, voilà, maintenant l'inclusion c'est aussi le travail de chacun, allons-y. Donc c'est un gros travail, je veux dire, d'advocacy en interne et de communication, donc avec des newsletters, essayer d'être présent le plus possible, y compris ici. Donc notre stratégie a été beaucoup un travail de communication en interne, et après c'est effectivement, et c'est là où je passe le relais à Guillaume, c'est ensuite aux décideurs de décider et d'implémenter, quoi, de dire oui, ok, on y va, quoi. Donc nous, en tant que advisor, on peut effectivement donc donner des recommandations et dire voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, et on a même les outils pour le faire, donc allons-y. Après, effectivement, on peut influencer, mais on ne peut pas diriger, quoi. Donc après, tout ça arrive sur la table des décideurs, et à eux, avec des réactions très différentes dans le mouvement, de décider d'implémenter. Et on voit d'ailleurs dans le mouvement des réactions très
très variés, hein. Donc toujours positif, mais par contre plus ou moins proactif. C'est-à-dire que moi je vois par exemple le centre opérationnel de Barcelona à Athènes a été est très positif et a été très très fort. Alors pour répondre à une question de Guillaume, a développé justement des guidelines sur l'accessibilité pour nos structures médicales. Donc on a maintenant encore une petite page de publicité sur notre même site web, donc un guideline sur l'accessibilité dans nos structures médicales, développé en 4 langues, hein, donc français, anglais, arabe et espagnol, et des très bons guidelines, hein, donc n'hésitez pas à y aller, encore une fois. Donc ça, c'est un exemple. OCBA était très, très réactif là-dessus. Bruxelles a été très, très bon. La plateforme Health Promotion, donc les promoteurs des soins de santé, ont été très, très réactifs sur l'inclusion durant la période Covid, qui a été vraiment un boost. En fait, cette période Covid a été un boost pour l'inclusion des personnes en situation de handicap au niveau des plateformes de promoteurs de santé. Chaque centre opérationnel va avoir un petit peu des réactions. Différentes parties vont réagir, hein. Donc, pour certains, ça a été la partie learning et development qui a été très sensible au training, à la formation que nous proposons, donc qui maintenant est partie d'une formation internationale en fait sur diversity, equity, inclusion, donc la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc on a eu vraiment des réponses très variées selon les centres opérationnels et des réponses de services très différents, avec l'idée effectivement qu'au bout du compte, ça peut se niveler, c'est-à-dire que les promoteurs de santé d'un centre opérationnel influencent ceux d'un autre centre opérationnel, de même que les plateformes de constructeurs vont aussi s'influencer, quoi. Donc voilà, donc nous c'est là un peu où s'arrête notre rôle. Après, il y a tout un travail effectivement des décideurs de pousser davantage pour l'implémentation, quoi. Voilà, donc là c'est probablement là où je passe le bébé à Guillaume qui peut prolonger ça. Ouais, salut Mickaël. Écoute, c'est difficile de répondre pour moi, je trouve ça compliqué de répondre à ces questions parce que en fait, c'est quand même un changement de culture profond dont il s'agit. Donc c'est pas quelque chose que tu fais comme ça, à mon avis, du jour au lendemain. Et dans les exemples que tu as choisis, si tu veux, la prise en charge de la douleur, les violences faites aux femmes, les avortements, la question du patient center, tout ça, c'est des questions qui prennent des années, hein. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à faire que changer le protocole de la prise en charge du paludisme, hein. Ça réclame vraiment des efforts, à mon sens, particulièrement importants et soutenus. Et c'est vraiment un changement de culture. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question que Elba posait au démarrage, là, sur les freins, finalement, dans MSF. Je pense qu'on a des freins de nos propres sociétés. C'est-à-dire que la question des personnes handicapées, la question de l'inclusion, elle est encore, en tout cas en France, je connais pas partout comment ça se passe dans le monde, mais en France, c'est quelque chose de relativement neuf. Et si on regarde un peu plus précisément ce que ça veut dire l'inclusion, je suis allé voir aujourd'hui un membre de mon conseil d'administration qui est hospitalisé à Brest même, donc pas loin de chez moi, mais qui est hospitalisé dans un CHU, un centre hospitalo-universitaire. Et bien, au niveau de l'accessibilité, franchement, c'est une succession de catastrophes. Il n'y a rien qui est fait pour que les patients, et en particulier les patients en situation de handicap, et même un patient, quelqu'un qui est un peu malade, y arrive facilement. L'information donnée est totalement défaillante, le parcours, le cheminement à pied est totalement défaillant, etc., 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 etc. Donc cette question d'inclusion, elle reste encore aujourd'hui très neuve. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir soutenir pendant longtemps. Et une des raisons pour laquelle je pense que c'est encore plus compliqué chez nous, c'est, moi je crois que, et sans insulter personne, je crois que le corps médical, il a du mal avec cette question du handicap. Parce que le corps médical, il est pensé pour soigner. Il est pensé pour trouver une solution à un problème médical. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, ils vont vraisemblablement apporter des choses, mais ils ne pourront pas soigner. Et moi, je le revois quand je discute régulièrement avec des personnes en situation de handicap visuel, si tu veux, tu vois très régulièrement des retours. Comment ça s'est passé à l'hôpital, comment ça s'est passé avec leurs médecins ophtalmo, etc. C'est une catastrophe. À un moment donné, l'hôpital leur a dit, écoutez, madame, écoutez, monsieur, on ne peut plus rien faire pour vous, débrouillez-vous, quoi. C'est un peu comme ça, et c'est en France que ça s'est passé. Ça se passe comme ça parce que ça les met en face de quelque chose sur lequel, finalement, ils s'estiment très démunis à pouvoir proposer des solutions. Donc
Il y a une vraie difficulté là aussi, du fait, à mon sens, qu'on soit une organisation médicale et du coup, notre approche de cette question-là, elle est assez complexe. Un autre exemple, encore une fois, dans le monde de la déficience visuelle, mais en France aujourd'hui, il y a à peine 20 médecins ophtalmos qui s'intéressent à ce qu'on appelle la basse vision, donc aux gens qui voient très très mal, aux gens qui sont aveugles. 20 ophtalmos sur tout le territoire français. Il y a plein de régions dans lesquelles il n'y en a pas. Parce qu'effectivement, c'est quelque part un échec finalement, cette histoire. Donc voilà, donc c'est compliqué, ça va prendre du temps et on ne le résoudra pas du jour au lendemain. Il va falloir donc que ça s'inscrive dans des politiques. C'est là où je réponds du coup un peu plus à ta question peut-être. Clairement, si on veut que ça bouge, il faut que ça rentre dans les politiques opérationnelles en particulier. La direction des opérations s'y intéresse, ou que la direction des opérations décide de monter des projets qui s'intéressent particulièrement à cette population. Il faut soutenir, rendre visibles les projets, ce que fait Fabrice, c'est très bien, ça permet de faciliter ça. Mais pour ça, il faut effectivement des choix politiques clairs et à mon avis, ils se portent en particulier au sein des directions des opérations. Bien, est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Et sur le chat, je le répète, s'il y a des gens online, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir, Michael Lepay, je travaille au département des opérations. J'avais justement une question sur la manière de rendre visible. Alors, je voudrais surtout pas réduire toute la question des personnes en situation de handicap à des statistiques, mais c'est aussi une autre manière finalement de rendre visible le sujet, ou la thématique et donc les gens qu'il y a derrière ces statistiques. J'avais une question donc pour Louise, à savoir si à travers en fait les actions de la communauté, enfin des organisations qui sont au quotidien en fait engagées avec les personnes qui sont affectées par ces handicaps, est-ce que et aussi avec votre activité à MSF à Kinshasa, justement les données statistiques du nombre de bénéficiaires ou des gens qui ont été que ce soit formés ou qui sont affectés eux-mêmes par la maladie, par le VIH par exemple, est-ce que ça a contribué à par exemple faire que dans les statistiques ou la récolte de données au niveau du programme VIH au Congo, justement les personnes en situation de handicap soient en fait oui, c'est ça, noté, rendu visible, comme pourrait l'être évidemment ce qu'on appelle communément et assez mal nommé finalement le key populations, les hommes qui ont le sexe avec les hommes, les travailleurs du sexe, etc. Alors je sais que c'est rendre finalement des individus à travers des catégories de personnes, mais voilà, je me demande si c'est pas une manière peut-être de rendre aussi visible comme ça. Et voilà, je ne sais pas si au Congo ça a pu évoluer comme ça. Merci. Je vais en profiter pour poser la même question à Greg. Est-ce qu'au département médical, vous avez des datas sur, en tout cas en santé mentale et handicap, et si tu pourras y répondre après Louise du coup. Ok, pour dire au Congo, moi j'étais dans des structures de santé. Et j'étais même au secrétariat général. J'ai demandé des informations même au niveau du ministère. Pour dire vrai, jusque-là, il n'y a pas de statistiques vraies par rapport aux personnes vivant avec handicap. Même si le plan médical, même sur le plan d'accessibilité, il n'y a pas vraiment de données statistiques dans les bases de données, que ce soit au niveau des PNMLS, que ce soit au niveau des PNLS et que ce soit aussi au niveau des structures ou départements ou encore ministère de la Santé. Mais depuis les 13% de la population personnes vivant avec handicap en RDC, ça a été fait à l'époque de Mobutu. Et jusque-là, il n'y a pas encore une analyse au niveau du ministère ou au niveau du gouvernement pour arriver à identifier vraiment, avoir des statistiques vraies sur l'accessibilité aux soins ou sur les personnes en situation de handicap. Par contre, quand nous, on a fait le projet, on avait notre cible bien déterminée et on avait dit que le projet, notre cible avait plus ou moins 2500 personnes
pour qu'on puisse atteindre et sensibiliser 2500 personnes en situation de handicap. Mais dans le cadre du VIH, on a sensibilisé même au-delà. On a atteint 2618 personnes parce que même aux côtés des centres d'hébergement ou des associations, tout le monde était intéressé et tous les autres handicapés qui n'étaient pas dans les associations étaient intéressés d'être informés sur le VIH et planification familiale. Et même dans la planification familiale, on a sensibilisé 2845 personnes en situation de handicap. Mais parmi eux, il y avait aussi des cas positifs. Et ces cas positifs étaient référés au centre, notre projet du VIH-Sida, centre d'hospitalisation des Cabinda, dans le projet VIH ici à Kinshasa, et ils sont pris en charge jusque-là dans les différents PODI ou dans les différents centres de santé qui soignent sur le VIH-Sida. Je veux dire que avoir vraiment des statistiques au niveau du pays ou au niveau de notre ministère de la Santé ou les ONG ou soit au niveau des PNLS ou PNMLS par rapport au VIH-Sida, ils n'ont pas de statistiques. Ils ont dit que jusque-là, ils n'ont pas encore fait des analyses et il n'y a pas moyen d'identifier quoi que ce soit sur les soins médicaux ou l'accessibilité ou le programme sur les personnes en situation de handicap. Aucune stratégie, aucune politique de santé qui peut identifier ou avoir des analyses sur la statistique des données dans nos bases de données ici en RDC. Merci Louise, je vais passer le micro à Greg. Thank you, Alba. Thanks, Louise. Merci, Louise. Je crois que le point que vous avez fait, afin de nous améliorer, il faut mieux mesurer. Il faut aussi décrire ce qu'on fait par des chiffres et qualitativement. Quand on collecte des données sur de l'action avec des gens expérimentés, avec des handicaps psychosociaux et d'autres vulnérabilités, il faut être conscient du risque que ça peut mettre d'autres personnes en certaines identifications peut mettre à risque de certains gens. Et donc, il faut avoir les gens expérimentés pour être sûr qu'ils sont contents avec la description. Je ne peux pas parler pour d'autres sections au sujet de comment ils décrivent leur travail avec des handicapés. Avec de l'expérience. On essaie de faire ça ici, à Paris, chez OCP et MSF France. Mais ça a été beaucoup plus qualitatif jusqu'à présent que quantitatif. Donc, merci beaucoup, Greg. Est-ce qu'il y a une autre question? À gauche, qui avait le micro, je ne me rappelle plus. Ouais, bonjour. Donc, je suis étudiant donc, en économie du développement. Je suis stagiaire ici depuis un mois, voilà, à la collecte. J'ai une question pour Guillaume. Donc, il disait qu'on était passé donc d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion. Donc, j'ai pas bien saisi la nuance qu'il y avait entre les deux et en quoi ça consistait en fait, tout simplement. Je vais prolonger cette question. Donc, Guillaume, tu pourras reparler des deux modèles. Donc, le modèle plus médical, technique versus le modèle social et où on considère que le handicap vient de la situation. Et je me demande dans quelle mesure tu pourrais revenir sur ta visite à Amman et est-ce qu'on peut articuler ces deux dimensions? Est-ce que c'est pas juste le passage de l'une à l'autre? Voilà. Bon, moi, je n'ai pas toute l'histoire totalement en tête, mais effectivement, si je prends l'exemple de mon asso, il n'y a pas tellement longtemps, elle s'appelait Institut pour l'intégration des déficients visuels. On a changé notre nom maintenant, il y a une petite dizaine d'années, pour l'inclusion, parce que c'est devenu le mot à la mode, le mot un peu fourre-tout, effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, pour parler de la situation des personnes en situation de handicap. En fait, et quand on a donc débattu de notre changement de nom, c'est pour ça que je parlais de ça, ça a été compliqué, la discussion a été très intéressante, parce que un certain nombre de personnes étaient tout à fait pour changer la dynamique et aller vers ce qu'on appelait cette inclusion, c'est-à-dire cette promesse d'un lendemain où effectivement la société se sera
aura évolué, aura changé et aura compris l'entièreté des besoins des uns et des autres et en gros sera finalement accessible à tous. Donc il y avait ce sorte de désir d'arriver jusque-là, mais un certain nombre d'autres personnes dans le débat, dans la discussion, disaient tout ça c'est bien beau, mais la réalité c'est que c'est toujours extrêmement compliqué quand on est une personne handicapée de vivre dans les espaces publics communs. Un enfant déficient visuel, aveugle, qui va à l'école, dans une école normale, la lambda en France, mais j'imagine que c'est ailleurs, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, ça lui demande énormément d'efforts. Et même si l'environnement est totalement adapté, on ne sait pas correctement, cette notion d'inclusion ne mesure pas correctement tous les efforts que doivent faire les personnes handicapées pour pouvoir être présents dans les mêmes espaces, dans les mêmes lieux de vie, de scolarisation, d'études, de travail que monsieur et madame tout le monde. Il y a plein d'exemples là-dessus et tous les handicaps ont leurs propres exemples, on va dire, mais voilà. Donc, la question de l'intégration, auparavant, finalement, c'était aux personnes de faire l'effort et de s'intégrer dans la société. Et c'était une société qui, on savait, n'était pas accessible. Aujourd'hui, on imagine que la société de demain va être accessible, donc on parle d'inclusion, c'est-à-dire que la société se transforme pour permettre aux personnes de venir à l'intérieur. Et cette évolution-là, je ne sais pas si c'était plus clair que tout à l'heure, mais cette évolution-là, elle va de pair avec ta question, Elba, sur la question autour des incapacités. C'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, la manière dont on mesurait, entre guillemets, la question du handicap, c'est-à-dire qu'on mesurait les incapacités. Cette personne, elle n'est pas capable d'aller aux toilettes, elle n'est pas capable de faire tel ou tel geste, on mesurait ça, on cotait ça, il y avait des cotations. Et vous étiez handicapé à combien de pourcents D'ailleurs, aujourd'hui encore, la maison départementale des personnes handicapées en France, elle cote les handicaps des uns et des autres, et en fonction de ça, vous avez des ressources, vous avez des droits qui sont différents. Vous pouvez être handicapé à hauteur de 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à quasiment 100%. Donc ça, c'était une approche par les incapacités. Alors, elle reste intéressante, à mon sens en tout cas, parce que quand même, quand vous êtes aveugle, quand vous êtes en cécité, ça veut dire un certain nombre de choses. Donc cette incapacité-là, cette incapacité à voir, elle dit quelque chose, comme l'incapacité à entendre, elle dit quelque chose. Mais la question du modèle social ou environnemental, elle est intéressante parce que du coup, puisqu'on est passé dans... Et c'est là qu'il faut se remettre aussi dans le débat des personnes handicapées elles-mêmes. Elles, ce qu'elles réclament, les personnes, c'est le droit commun. Et ce qu'elles réclament, c'est de pouvoir faire les mêmes choses que monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'est pour ça que cette histoire de l'inclusion est arrivée. C'est pour ça que cette histoire, du coup, d'adaptation de l'environnement est arrivée. Et c'est donc, et aujourd'hui, on est encore dans une autre partie du débat, puisque on parle beaucoup d'autodétermination avec des associations qui sont de plus en plus militantes, qui prennent de plus en plus de place politique pour exprimer directement leurs besoins et qui contestent en fait le droit à des personnes valides. Donc il y a des associations qui sont anti-validistes, qui contestent le droit à des personnes valides de dire quoi que ce soit les concernant. Donc il y a vraiment des mouvements assez forts là dans nos sociétés pour une autre écoute de la situation de ces personnes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions ou pas. Je vais tenter de répondre. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, alors Madoulika a une question sur le chat et elle va pouvoir nous la lire. Ouais, j'ai deux questions sur le chat. La première de James qui porte plutôt sur le volet financier. Est-ce que MSF disposerait de fonds pour améliorer l'accessibilité physique de la plupart, sinon de la totalité de ces structures médicales? Et deuxième question de Rina, destinée à Grégory. Tu as mentionné l'inclusion des personnes handicapées dans la réponse d'urgence en Ukraine. Est-ce que tu pourrais donner plus de détails sur ce sujet? Alors sur les finances, est-ce que Patrice, peut-être tu veux répondre?
Oui, alors l'aspect financier, c'est effectivement un des arguments qui avançait justement des fois pour ne rien faire précisément, alors qu'en fait, on peut faire énormément pratiquement sans coût, quoi. Et je vais donner un exemple très simple et qui relie d'ailleurs un peu avec l'Ukraine. C'est sur les interventions d'urgence. En fait, au moment où la crise arrive, c'est pas vraiment le meilleur moment pour parler inclusion au niveau des opérations. Par contre, là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une préparation en fait avant. Donc c'est là où on peut être beaucoup plus actif, c'est au moment de la préparation à d'éventuelles urgences. Et il y a tout un travail en fait fait par plusieurs organisations de préparer les communautés à des catastrophes qui pourraient arriver et qui sont de plus en plus souvent inclusives des personnes en situation de handicap. Et là, le travail d'inclusion, ça consiste simplement à inviter les organisations de personnes en situation de handicap à s'asseoir au même meeting, aux mêmes réunions que les autres personnes. Et ça coûte rien, quoi. C'est-à-dire d'inviter une variété de personnes concernées et inclure les personnes en situation de handicap dans ces discussions, ça n'a pas de coût. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, cette inclusion des organisations représentatives de personnes en situation de handicap, ça n'a pas vraiment beaucoup de coût. C'est vraiment juste de penser à consulter ces personnes, à aller les voir. Et c'est pareil, recruter des personnes en situation de handicap, ça n'a pas vraiment de coût. C'est au contraire élargir le champ de nos possibilités de recrutement. Et on peut s'apercevoir qu'on va recruter des personnes qui vont ajouter, en fait, avoir de la valeur ajoutée sur le projet. Bon, certaines parce qu'elles vont connaître la langue des signes, mais aussi toutes parce qu'elles vont avoir une expérience du handicap, une expérience éventuelle de la discrimination. Donc encore une action qui n'a pas de coût. Après, si on pense, alors souvent pour les questions coût, on pense à la reconstruction de nos structures qui, en accord avec les organisations qui travaillent sur les reconstructions. Alors, une chose qui est très importante, c'est des fois, on réhabilite, on reconstruit de toute façon, on reconstruit après une catastrophe naturelle. Donc, quand on reconstruit, autant reconstruire accessible, parce que là, le coût est très peu élevé à partir du moment où on construit accessible depuis le début. Quand il faut commencer à refaire des bâtiments, ça peut être un petit peu compliqué une fois que tout a été construit. Donc, c'est plutôt là, au niveau de la construction des aménagements, le plus important, c'est déjà en fait de se dire, prenons la reconstruction comme une opportunité. Et si on doit s'installer dans une nouvelle structure, autant chercher une structure où on sait qu'on peut travailler de manière plus accessible. Et là, le coût est encore très, très limité. Bon, d'après les différents acteurs qui ont fait des études, c'est entre 1 et 3% du coût de la construction si on veut construire ou reconstruire accessible. Donc, les coûts, globalement, les projets de Louise, par exemple, sont des projets à très bas coût, qui ont utilisé des petites enveloppes associatives pour le support à l'associatif. Donc, c'est des projets aussi à très bas coût. Donc, en fait, l'argument financier par rapport au fait d'inclure les populations les plus démunies, de mon point de vue, en tout cas, ne tient pas, quoi. Puisque le rôle de MSF en tant qu'organisation humanitaire est précisément d'inclure les populations les plus démunies. Donc si on utilise un argument financier relativement faible, je pense que ça tient pas, l'argument ne tient pas vraiment la route, de mon point de vue. Merci Patrice. Donc je donne le micro à Greg pour la question sur l'Ukraine. Thank you. One of our medical operational experts has just returned Un de nos experts opérationnels qui vient de rentrer de l'Ukraine et j'aimerais bien demander à Nathalie de nous donner ses perceptions. Bon, je vais continuer en anglais puisque Greg a commencé en anglais. Donc, I'm Natalie. Je m'appelle Nathalie, je travaille pour le crèche et je viens d'être à l'Ukraine depuis 4 semaines et je viens de rentrer au week-end. Je crois que ce que Craig a dit, c'est très précis. On peut résumer assez rapidement que les plus grandes victimes pour nous, ce n'est pas forcément les blessés. Évidemment, il y en a. Mais ce sont les gens qui ont été coincés à cause de leur âge ou à cause de leur handicap ou un manque de mobilité. Ou parce qu'ils avaient d'autres raisons de se trouver coincés dans certaines zones du pays.
Et donc, ce qui est le plus frappant, c'est ceux qui travaillent dans les zones à l'ouest de Kiev. Ils ont été occupés et ils viennent d'être repris par les Ukrainiens, où on a trouvé que les gens ont réussi à quitter, ou les plus jeunes pour prendre leur voiture pour échapper, et ceux qui ont été laissés derrière, c'était les plus âgés, où ils étaient coincés dans les maisons ou dans les institutions, et ils ne pouvaient pas échapper, ils ne pouvaient pas évacuer à temps. En termes d'opération, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à accéder à ces zones, mais on trouve qu'il y a un groupe de gens qui déjà étaient pas bien chroniquement. Ils avaient souvent des questions médicales ou des troubles psychiatriques ou même des alcooliques qui ne peuvent plus boire parce que ça a été interdit au début de la guerre. Donc, on trouve une population qui est déjà dans une condition très pauvre ou une situation très difficiles qui sont complètement décompensés à cause de la situation, qui éprouvent une expérience ultra violente. Ils ne pouvaient pas quitter, même s'ils pouvaient être mobiles. Ils étaient coincés à la maison parce qu'ils avaient peur de se faire tirer dessus. Ce sont les circonstances les plus extrêmes pour les gens qui ont été laissés pour compte. On essaie de fournir de l'aide médicale, mais aussi sociale. Même si on peut les faire revenir à un état meilleur, ils ne peuvent plus vivre seuls à la maison. Il faut commencer à penser de l'avenir, où peuvent aller ces gens. Mais il y a des gens qui ne se trouvaient pas derrière les lignes de front, mais dans des situations similaires où ils ne pouvaient pas évacuer. Et se trouvaient dans un scénario où ils ne pouvaient pas accéder aux soins médicaux comme ils faisaient à l'époque, parce que tout le système médical est orienté vers les blessés. Donc, les hôpitaux, au début de la pandémie de COVID, que les EHPAD ne pouvaient que accepter certains patients. La population qui s'est évadée était des jeunes en bon état, en bonne santé. Et donc certaines personnes sont liées à la maison, mais ils avaient des voisins qui pouvaient les soutenir, mais ils n'ont plus ça, des voisins. Donc, avec tous ces problèmes, des gens ont trouvé de plus en plus difficile d'accéder de l'aide sociale et médicale dont ils dépendaient, surtout des institutions, parce que l'Ukraine est des institutions assez grandes qui ont des handicaps ou avec des maladies psychiatriques, et ils ont beaucoup souffert dans ce contexte. Opérationnellement, ce qu'on essaie de faire, comment mieux les soutenir, les Ukrainiens qui travaillent dans ces environnements, et donc les équipes de travail social et ceux qui travaillent dans les institutions. Aujourd'hui, on a tenu une discussion des gens qui vivent dans ces zones, qui ne sont pas encore sur les lignes de front, mais ils peuvent arriver, surtout à l'est du pays, sur les lignes de front. On a discuté avec le gouvernement ukrainien si on peut évacuer certains de ces gens des zones dangereuses et des zones instables vers des institutions ou des logements de l'État. Et donc, ça, c'est les discussions que nous tenons actuellement avec le gouvernement pour collaborer mieux avec le gouvernement ukrainien pour fournir des services sociaux. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces discussions sur le terrain. Et on voit beaucoup d'équipes MSF qui n'ont pas vraiment réfléchi beaucoup sur ça, parce qu'on est là pour gérer les blessés ou les IDP ou des Russes aussi. Mais ce que nous avons découvert, c'est que les plus qui semblent plus à risque et souffrent de la guerre, cette population qui ont été laissées pour compte, qui ont une tendance à être exclues des soins, souvent cachées dans les institutions, et dans un état beaucoup pire qu'elles étaient avant. Et donc, c'est difficile de comprendre comment mieux aider, mais c'est par les programmes comme ça qu'on va prendre nos orientations. Thank you, Natalie. And I just add very quickly to brièvement, je voudrais agree with all of those points. Dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Les personnes qui ont une démence sénile sont aussi des personnes qui ont des problèmes psychosociaux. Donc, on essaye d'apporter une solution pratique à ces personnes avec des partenaires et donc adopter un point de vue plus large sur les handicaps, y compris les personnes qui ont
des handicaps de nature intellectuelle doit être Merci. réalisé. On a peut-être le temps d'une dernière question. Non. Écoutez, on va s'arrêter là, donc je vais conclure. Peut-être en expliquant que quand on m'a demandé pourquoi le Crash organisait ce débat, j'avais envie de dire pourquoi pas. Mais bon, c'était probablement pas une réponse suffisante. Alors je me suis dit pourquoi ? Parce que probablement ce sujet c'est un angle mort pour MSF, un sujet peu visible. Pourquoi encore ? C'est parce que c'est un sujet qui est difficile à porter politiquement en interne, parce que vous allez avoir personne qui va être contre l'inclusion et donc personne contre qui parler. Et par ailleurs, vous allez avoir peu de personnes qui probablement se sentent véritablement concernées et responsables de ce sujet-là. Et enfin, parce que c'est un sujet opérationnel et ce soir, il me semble que tous nos interlocuteurs l'ont vraiment montré, chacun à leur manière. Voilà, avant de vous inviter à boire un verre, je voudrais remercier la maison de production Point du Jour pour leur collaboration ce soir. Je voudrais remercier évidemment Benoît et Louise pour ce film. Je voudrais remercier tous les participants pour leur contribution passionnante. Je voudrais remercier particulièrement Joël et toute son équipe pour la mise en œuvre technique, parce que ce soir, c'est une performance de pouvoir faire cet événement dans l'Atrium, bon bref, je vous passe les détails. Je voudrais remercier donc nos fidèles interprètes Agnès, Tim et Maud et Sonia pour l'interprétation en langue des signes. Et enfin, Madoulika, qui travaille avec moi à la com du Crash et qui a beaucoup aidé aussi. Merci à tous et à plus pour le verre.